Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous allons à notre tour vous présenter notre projet d'essai laboratoire en développement économique réalisé avec nos collègues juste ici à l'arrière sous la direction de M. Jean Dubé. Alors, pour aller directement dans le sujet, l'idée de départ de notre projet était d'étudier la trajectoire de développement pour la ville de Montmagny. En fait, nous nous sommes intéressés à déterminer si ce sont les ménages ou les entreprises qui initient le développement de la ville, un peu à l'image du paradoxe de l'œuf et de la poule. Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que notre thème de recherche s'inscrit dans le développement régional et un des intérêts du développement régional est d'étudier l'évolution d'un territoire donné pour expliquer ce qu'on observe aujourd'hui. Au début de notre processus, on s'est beaucoup basé sur ce qu'on entend généralement de Montmagny, à savoir que le secteur industriel a joué un grand rôle dans le développement de la ville et que aussi on s'est basé sur le fait que sur le site de la ville, on retrouve une information concernant le fait que Montmagny est une ville industrielle et un pôle d'emploi régional. Donc, à la lumière de cette information, on a voulu savoir ce qu'il y en a réellement dans les faits. Donc, une première étape préliminaire à notre projet était de reconstruire en fait un film à partir de l'évolution de la construction des bâtiments afin d'illustrer la répartition de ceux-ci dans l'espace, mais également dans le temps. Alors, comment se structure le développement depuis 1900? En fait, en 1900, le développement de Montmagny était concentré à la confluence des rivières du Sud et du Bras-Nicolas. À cette époque, le développement s'étire le long du chemin du Roi, donc on observe un patron de développement qui s'oriente est-ouest. À partir des années 40, la ville commence à prendre de son ampleur et c'est aussi à la même époque qu'apparaît le baby boom. Le mouvement démographique entraînera quelques années plus tard une influence notable sur la ville, sur le développement de la ville, et cet effet sera percevable à partir des années 70. Donc, en 1970, on a un changement de la manière de développer, c'est-à-dire que le développement devient plus organisé, se fait par bloc. On remarque également que les bâtiments à vocation économique tendent à s'établir en marge du centre-ville historique, principalement près de l'autoroute 20 qui entre en usage en 1972. Au final, ce qu'on constate, c'est une organisation des bâtiments qui reflète les principes du zonage, c'est-à-dire que les bâtiments à vocation économique s'implantent à des endroits distincts de ceux utilisés par les bâtiments résidentiels. Donc, avec la vidéo qu'on vient de voir, on constate que tout au long du 20e siècle, le nombre de bâtiments à vocation économique et à vocation résidentielle a connu une croissance notable. Et ainsi, en gardant en tête cette trajectoire de développement, on s'est posé plusieurs questions qui constituent l'assise de notre recherche. Donc, comme objectif général de notre recherche, c'était d'étudier les relations de causalité dans le processus de développement de la ville de Montmagny. Précisément, notre question de recherche est de savoir qu'est-ce qui initie cette spirale de développement. Donc, plus précisément, on voulait déterminer les liens de causalité entre l'implantation résidentielle et le développement économique. Donc, autrement dit, est-ce que la présence de main-d'œuvre attire les entreprises ou, à l'inverse, est-ce que les entreprises attirent la main-d'œuvre sur le territoire? Et pour aller un peu plus loin, on voulait étudier, savoir si les liens de causalité sont les mêmes à l'échelle de la ville et à l'échelle plus fine des quartiers. Par rapport à ce sujet, notre hypothèse allait dans le même sens que ce qu'on entend généralement, à savoir que le développement économique initie le développement résidentiel. En ce qui concerne nos données, on a acquis le rôle d'évaluation foncière de 2014 pour la ville de Montmagny. À l'intérieur du rôle, on trouvait 3 informations qui étaient pertinentes à notre recherche, à savoir en premier l'usage des bâtiments, qui apparaît sur le code d'utilisation des biens et fonds, ce qui nous a permis de séparer les bâtiments en 5 vocations. Donc, on a, par exemple, premièrement, le résidentiel, ensuite le primaire, qui se compose de l'agriculture, l'extraction et les services publics. Ensuite, le secondaire, qui comprend la construction et la fabrication. Le commerce, qui comprend le commerce de gros, commerce de bétail et transport et entreposage. Finalement, les services, qui incluent tous les services, excluant les commerces. Ensuite, on avait de l'information concernant les années de construction originelle des bâtiments, ce qui nous a permis de reconstruire des séries chronologiques où on peut apercevoir pour chaque année le nombre de bâtiments total pour chaque vocation. Donc, ce qu'on remarque sur la figure, c'est que le nombre total de bâtiments résidentiels croît plus rapidement que le nombre de bâtiments à vocation économique, ce qu'on peut voir sur la courbe rouge. Et également que le boom de développement du résidentiel survient un peu avant que le développement des vocations économiques, qui survient plutôt vers les années 60. Également, la courbe en jaune nous indique qu'au tout début
du 20e siècle. Puis il y a très peu de bâtiments à vocation industrielle sur le territoire de la ville. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait très peu de bâtiments, mais qui employaient beaucoup de travailleurs, contrairement à ce qu'on remarque aujourd'hui. Finalement, on avait une information concernant les adresses associées à chacun des bâtiments, ce qui nous a permis de les localiser sur le territoire et de découper la ville en 4 quartiers. Je vais t'en revenir là-dessus. Si on récapitule, en utilisant l'évocation de les séries chronologiques, on est en mesure de faire des analyses sur l'ensemble du territoire de la ville de Montmagny. Et en y ajoutant la localisation, eh bien, on a pu découper le territoire en quartiers et faire des analyses sur ces quartiers. Maintenant, en ce qui concerne les limites de nos données, eh bien, premièrement, le bâtiment est utilisé comme indicateur de développement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment en soi ne reflète pas nécessairement l'intensité des activités qu'il génère. Par exemple, ne prend pas en compte le nombre d'employés, le revenu, le nombre de résidents à l'intérieur du bâtiment. Également, l'étude est menée sur 80% des données du rôle foncier, puisque 20% des bâtiments n'avaient pas d'âge originel inscrit au rôle. Ensuite, l'évaluation est faite à rebours. Donc, on n'a pas d'informations sur le changement de vocation des bâtiments dans le temps qui est disponible. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part de 2014 et on remonte le plus loin possible en fonction de ce qui se trouve dans le rôle. Il faut savoir qu'il y a plusieurs bâtiments qui ont été détruits dans le passé, donc qui ne figurent pas au rôle foncier. Ensuite, l'analyse est effectuée à partir de 1900. Donc, pourquoi on a choisi 1900? En fait, c'est qu'on a comparé les données du rôle avec un plan ancien qui date de 1881. Et ce qu'on constate, c'est que les points en vert, c'est les points qui sont présents sur le plan ancien de 1881, mais qui ne figurent pas au rôle foncier de 2014. Donc, on suppose qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont disparu avant 1900. Et c'est pourquoi on a décidé de commencer l'étude en 1900. Ensuite, la classification retenue est arbitraire. Par contre, elle se base sur une classification faite par Polaise et Dubé dans les travaux précédents. Et finalement, l'analyse ne prend pas en compte la distance entre les bâtiments. Par contre, pour pallier cette limite, on a fait une analyse par quartier, ce qui permet d'explorer la relation entre les variables à l'intérieur d'espaces plus restreints. En ce qui concerne notre méthodologie, pour déterminer les causalités entre l'implantation résidentielle et le développement économique, on a procédé à une analyse de causalité au sens de Granger. L'intuition derrière cette méthode, c'est de vérifier si les valeurs du passé d'une variable influencent les valeurs présentes d'une autre variable et vice-versa. Donc, en fait, avec ce modèle de régression, on cherche à expliquer l'apparition de bâtiments d'une certaine vocation à une année donnée, par exemple en 1950, en fonction du nombre de bâtiments de toutes les autres vocations à la période précédente, c'est-à-dire en 1949. Par exemple, sur la figure, on cherche à déterminer quelles sont les variables, donc les vocations, qui ont influencé l'augmentation du nombre de bâtiments à vocation résidentielle entre la période T-1 et T. Et ensuite, on peut répéter cette démarche pour l'ensemble, tous les secteurs économiques. Ensuite, on a répété cette méthode d'analyse de causalité, une analyse par quartier. L'objectif était de déceler les dynamiques locales qui n'apparaissent pas à l'analyse municipale. Et c'est un peu pour pallier la lacune spatiale de l'approche. Le découpage des quartiers a été réalisé par les travaux de l'équipe de ce laboratoire sur l'urbanisme. La composition des quartiers, en fait, chaque quartier correspond à des ensembles qui ont des caractéristiques physiques qui leur sont propres. Et l'étendue de l'analyse se limite aux secteurs les plus urbanisés de Montmagny. Maintenant, on passe à l'étape des résultats. Donc, on a eu beaucoup de sorties statistiques lorsqu'on a généré nos tests à la Granger. On a compilé le tout dans des tableaux que vous pouvez voir de ce genre-là. Pour comprendre le tableau, il faut savoir que lorsqu'on a 2 ou 3 étoiles, le résultat est significatif, ce qui veut dire qu'on le retient pour dire qu'il y a une influence sur le développement. Je les ai placés en rouge pour qu'on les cible mieux. On va se concentrer sur la première ligne, la ligne résidentielle, pour expliquer le fonctionnement. Si on regarde la première colonne, on voit que le chiffre est significatif, ce qui veut dire que le résidentiel au temps T-1 influence l'apparition de résidentiel au temps T. Si on se déplace à la colonne primaire, on voit que le chiffre n'est pas significatif, ce qui veut dire que le résidentiel au temps T-1 n'influence pas, selon nos tests, l'apparition de bâtiments à vocation primaire au temps T.
Pour le secondaire, on voit que c'est à nouveau significatif, ce qui veut dire que le résidentiel influence l'apparition du secteur secondaire les années ultérieures, et ainsi de suite avec le commercial et le secteur des services. Ce tableau-là peut être un peu lourd à lire case par case, donc on va fonctionner avec des pictogrammes pour la suite. Vous pouvez vous référer à la légende pour savoir que veulent dire les petits logos. Donc ici, on peut comprendre que pour la ville de Montmagny en entier, autant T-1, c'est le résidentiel qui influence l'apparition ultérieurement du résidentiel, du secteur manufacturier, des commerces, mais aussi du secteur des services. Donc on peut dire que l'arrivée des nouvelles entreprises serait la résultante de l'implantation des ménages dans la ville pour l'échelle municipale. On observe aussi que les services entraînent leur propre croissance. Ce serait explicable par l'importance de la main-d'œuvre dans le secteur des services avec la proximité de la clientèle potentielle. Ensuite, on a fait une analyse à l'échelle des quartiers pour essayer de spatialiser, comme on a dit plus tôt, notre test à la Granger. D'abord, pour les quartiers sud et nord-ouest, qui sont mis en surbrillance en rouge, on peut observer que le phénomène que nos tests statistiques ont relevé, c'est que le résidentiel attire le résidentiel les années suivantes. Pour ce qui est du quartier sud-ouest, c'est le seul qui n'a pas ce phénomène de résidentiel qui entraîne le résidentiel. Par contre, il y a d'autres phénomènes observables. Le commercial va entraîner l'apparition d'autres commerciales et va entraîner aussi l'apparition de primaires les années ultérieures. Pour ce qui est des services, ils vont aussi entraîner l'apparition d'autres services les années ultérieures, mais de commerce également. Le quartier centre-ouest, c'est un quartier qui a beaucoup de vocation en termes de bâtiments, c'est diversifié. Donc, on a beaucoup de relations de causalité. D'abord, on voit que le secteur de primaire, secondaire et résidentiel entraîne l'apparition du secteur résidentiel. Le secteur primaire entraîne l'apparition du commercial ultérieurement. Puis les services, encore une fois, dans ce quartier-là, s'auto-développent lui-même. Pour le quartier centre, c'est le cœur historique de Montmagny. On observe encore une fois que le résidentiel entraîne le résidentiel, mais on observe aussi que le commercial entraîne l'apparition du secteur primaire. Finalement, avec le quartier nord-est, on voit que le résidentiel attire le résidentiel encore et toujours, mais attire aussi le secteur secondaire, puis que le commercial s'attire lui-même et attire des services ultérieurement. Donc, si on compile tout ça, puis on tire les grandes lignes de l'étude, je vais vous rappeler d'abord notre hypothèse de départ pour qu'on puisse comparer aux résultats. Nous disions que le développement économique initie le développement résidentiel. Ce qu'on observe dans l'étude, c'est que les relations de causalité varient selon l'échelle d'analyse. À l'échelle municipale, c'est le résidentiel qui génère la spirale de développement. C'est l'idée totalement inverse qu'on avait à notre hypothèse de départ. On observe aussi deux autres phénomènes intéressants à l'échelle des quartiers. D'abord, que les résidentiels attirent la venue de nouvelles résidences, comme vous l'avez vu si répétitivement tout à l'heure. Et en deuxième, c'est que les quartiers se spécialisent, puisqu'un secteur attire souvent le développement du même secteur. C'est l'effet boule de neige qu'on vous a illustré juste là-bas. Et finalement, pour en revenir au titre de notre étude, est-ce que c'est la poule ou l'œuf, les ménages ou les entreprises? Eh bien, si la poule est un bâtiment à vocation économique et que l'œuf est une habitation, on peut conclure qu'à Montmagny, l'œuf vient avant la poule. Juste pour finir, je voudrais remercier la MRC de Montmagny, la ville de Montmagny, le Centre de recherche en aménagement et développement pour avoir mis à notre disposition les ressources nécessaires à notre étude. Et je vous remercie de votre attention. Et en prime, comme vous avez été économe, nous allons avoir un peu plus de temps pour les questions. Y a-t-il donc des questions de soir? Monsieur, j'arrive avec le micro. Veuillez, s'il vous plaît, aussi vous nommer lorsque vous prenez la parole. Avec plaisir. Marc Laurent, je suis conseiller municipal à la ville de Montmagny. Alors, je vous remercie. D'ailleurs, je suis pas tout seul de la ville de Montmagny. J'ai mon collègue Yves Gendreau et d'autres gens de la ville, développement économique ici. Parce que c'est fort important, l'ensemble des travaux que vous faites ici, et soyez assurés que vous avez une bonne écoute et qu'on va faire quelque chose avec ces résultats-là de concret. Une question qui me traverse l'esprit quand j'écoute tout ça, en quoi est-ce que c'est différent, cette spirale-là ou ce modèle-là,
de ce qui se passe à Montmagny ou de ce qui s'est passé à Montmagny par rapport à d'autres villes ou à d'autres endroits dans un premier temps. Donc, merci. Alors, j'écoute votre réponse. Alors, en fait, nous, on a focalisé sur la région qui nous a été attribuée. On a fait l'étude pour Montmagny à proprement parler. Et puis, on ne s'est pas réellement penché sur ce qui se fait ailleurs. Et en fait, pour être honnête avec vous, la théorie qui accompagne ce qu'on a, le sujet sur lequel on a travaillé, c'est une théorie qui est très récente, qui s'appelle l'économie évolutionniste, géographique évolutionniste ou évolutionnaire. Et donc, ça a été développé en 2006. Il y a très peu d'études dessus, et il y a très peu de chercheurs qui se penchent sur ces questions-là, de savoir comment, en fait, une ville s'est développée à l'origine. On se penche toujours sur l'étalement et ce qui se passe aujourd'hui, mais comment ça s'est fait à la base. Personne, très peu de gens se sont interrogés sur la question. Donc, dans ce sens-là, c'est assez pionnier comme étude, et ça a déjà fait parler, ça a inspiré d'autres chercheurs, d'autres universités. C'est ce qui a été l'objectif. Merci. Alors, Jean-Yves Tellier, professeur invité à l'ESSAD. Petite question. Vous y avez fait référence dans la première partie de votre présentation. J'aimerais avoir en conclusion quel est l'impact du zonage sur vos résultats. Ok. Pour être honnête, encore une fois, le zonage, on n'en a pratiquement pas parlé, on s'est pas interrogé là-dessus. En fait, nous, ce qu'on a regardé, c'est vraiment simplement en termes d'implantation. En fait, on n'a réellement pas regardé l'importance des règlements de zonage sur les résultats. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que il y a eu beaucoup de défis pour avoir des données déjà. Et puis après, le temps qu'on a eu, malgré que ce soit une année, est assez limité pour aller plus loin. Donc il y a place à beaucoup d'améliorations, mais cette question-là serait une des améliorations. Merci. Alors, Alain Rochon, doyen de la faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design. Oui. Encore une fois, puis félicitations à vous aussi pour la présentation. C'était très clair pour quelque chose qui est quand même c'est bien vulgarisé. Félicitations. Au-delà de ce constat, est-ce que je me trompe? Il me semble que la prochaine étape, ce serait de connaître davantage les raisons pour lesquelles le résidentiel amène les autres secteurs d'activité dans certains quartiers, par exemple. Parce que je me mets un peu à la place d'un élu municipal et si je veux prendre action, à partir de ce constat-là, ça serait peut-être bon de savoir quelles sont les raisons qui peuvent varier durant le développement, durant le siècle qui s'est passé, j'imagine. Mais à l'heure où on est aujourd'hui, de quelle façon on pourrait analyser ça? Quelles seraient les méthodes pour pouvoir aller chercher ces réponses? En fait, l'idée de départ, c'est sûr que les raisons... Alors nous, en fait, les raisons, ce serait intéressant de les savoir. Par contre, nous, on a plus raisonné dans l'optique essayer de tirer les conclusions sur le développement et de pouvoir après orienter les politiques futures et les actions futures des municipalités dans le but de développer leur ville et de réaliser la forme qu'ils souhaitent pour leur ville. Donc, en sachant par exemple que le résidentiel attire beaucoup d'infrastructures et beaucoup de développement économique, et ils pourront orienter une politique plus d'abord axée ou à faire des incitatifs aux jeunes familles pour s'implanter dans une ville qui pourrait ensuite arriver le secteur économique. Donc c'était plus dans l'optique à partir de ce qui s'est passé, comment on peut s'améliorer, plutôt que de savoir en fait les raisons à proprement parler et détailler de ce qu'on a pu observer là. Mais c'est sûr que les deux c'est intéressant. Mais nous on avait plus vu ça dans le sens. Faut dire aussi qu'on s'est beaucoup penché sur les théories à la base évolutionnistes pour savoir comment le territoire se développe. On s'est moins penché sur des cas pratiques puis des explications pour essayer de comprendre vraiment, selon les documents de planification, qu'est-ce qui concorderait. Ce serait des étapes suivantes. On s'est plus penché à établir une méthode avec un rôle d'évaluation qui serait reproductible puis qui a pas été beaucoup faite jusqu'à maintenant. On s'est beaucoup plus attardé sur la méthode que sur l'analyse des résultats. On poursuit avec le webinaire. Pour ceux qui s'intéressent, on a une 50aine de personnes actuellement qui sont à l'extérieur et qui sont branchées au grand soulagement d'ailleurs de Francis parce que son salaire fluctue en fonction du nombre de personnes inscrites. Alors un peu comme dans les télé-réalités, si vous voulez sauver son salaire, inscrivez-vous en masse. Donc, Joanne, une question de l'extérieur.
Oui, mais d'abord, oui, je vais aller avec la question. Alors ça, j'irai avec un commentaire qui vous vient de votre directeur de recherche. Et il y a tout un échange d'ailleurs ici entre Marie-Ève Sanson, Jean Dubé qui lui répond et Jean Dubé qui a répondu à Monsieur Tellier. Bref, en un mot, je reprendrai donc la question de Marie-Ève Sanson qui résume un peu les échanges épistolaires que je vois ici. Alors, en quoi vos résultats de recherche peuvent-ils informer et supporter les acteurs du développement futur de la ville? Autrement dit, à quoi ça va servir? Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, la manière dont on perçoit, et encore une fois, je suis pas élu, je sais pas si c'est réellement applicable, mais l'idée qu'on avait derrière notre recherche, c'était de dire, en fonction du patron de développement de la ville et des décisions d'aménagement, des décisions d'aménagement que les élus ont pris justement par le passé, de voir comment ça façonne le paysage actuel et comment, à partir de nos résultats, on pourrait prendre d'autres décisions afin de soit réorienter le tir, soit de continuer et de calculer en fait le poids des développements futurs qu'on veut faire. Donc c'est dans ce sens-là que vous voyez. Moi je le vois, mon collègue aussi, mais c'était un peu cette manière-là. Alors Jeanne, rapidement pour conclure. Votre directeur souligne ici que le développement économique, et ça va dans le sens, ne se fait pas de manière identique partout. Et c'est cette contribution-là, entre autres, que la recherche semble, comme vous le dites, mais je le clarifie, avancer. Jean vous dit « Good job, les boys ». Moi, je suis voisine du bureau de Jean Dubé et je les voyais, la gang de gars se ramasser et écrire grec sur un tableau. Ça n'a pas été facile comme travail, se mettre à la statistique. Moi, j'ajouterais 3 petits points, mais je dois avouer que vous avez fait un excellent travail. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Merci Jean, si tu nous entends.